Karim Soussu, bonjour. Bonjour. Alors, quand on voit votre gabarit, pas besoin d'être médium pour savoir que votre truc à vous, c'est le basket. Vous avez écumé les parquets, d'abord en France, en passant par les États-Unis, la Belgique ou encore Chypre. Vous allez connaître l'équipe de France également, où vous allez vous illustrer notamment dans le 3x3, une discipline dont vous êtes désormais sélectionneur de l'équipe de France. Karim, bienvenue dans Facecam. Merci. Alors, si c'est dans le monde du basket que vous allez faire carrière, plus jeune, comme beaucoup, vous êtes beaucoup intéressé par le football. C'était mon premier amour, c'était le football. Ouais, effectivement, j'ai joué toute ma jeunesse au football et je voulais vraiment faire carrière dans le football, j'aimais beaucoup. Mais après, je suis devenu un petit peu trop grand et ça devenait un handicap, donc je me suis orienté vers le basket. D'ailleurs, un souvenir d'enfance marquant pour vous, c'est cette Coupe du Monde 1986 et ce fameux match entre la France et le Brésil. Ouais, c'est un souvenir, je me rappelle la séance de tir au but avec Luis Fernandez qui met le dernier tir au but. Et c'est vrai que j'étais jeune, mais ça m'avait marqué. Et je me disais, voilà, j'aimerais bien être à sa place un jour. Alors, parmi vos sportifs préférés, il y a un trio qui se détache. Mohamed Ali, Michael Jordan, Zinedine Zidane. Alors, on va les faire les trois chacun, mais on va commencer par Zidane, vu qu'on est dans le football. Pourquoi Zidane? Zidane, parce que c'est un des sportifs qui a fait avancer le football. Pour moi, c'est quelqu'un qui a permis notamment au football français de franchir des étapes. Avec, on le sait tous, la Coupe du Monde 98. Puis c'est un artiste. C'est vraiment, pour moi, c'est l'artiste du football. Et quand on voit des légendes qui le prennent aussi comme référence, ça montre l'impact que ce joueur a pu avoir sur son sport. Alors, forcément, sans surprise, Michael Jordan pour un basketteur. Surtout de ma génération. Moi, Ouais. j'ai commencé le basket dans les années 90 et c'est vrai qu'on commençait à peine à voir les images de la NBA qui étaient ici. Et moi, c'est un joueur qui m'a inspiré, qui m'a vraiment motivé à faire du basket. Et puis là, lui, il a vraiment amené le basket où il est aujourd'hui pour moi. C'est vraiment le début du côté médiatique de ce sport. Et Jordan, pour moi, ça reste l'exemple ultime. Qu'est-ce qu'il avait, Michael Jordan, que les autres n'avaient pas? Du charisme. Ce côté tueur décisif, vraiment, on savait qu'il n'allait jamais perdre. D'ailleurs, il n'a jamais perdu une seule finale. Et c'était un joueur qui avait un tel charisme qu'on ne pouvait pas passer à côté. Après, aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont aussi très forts, mais pour moi, ne sont pas à son niveau en termes d'intensité, peut-être en termes de niaque, de victoire. Alors, et ensuite, il y a Mohamed Ali. Mohamed Ali, forcément, quand on parle de lui, il y a un combat qui est marquant, c'est le combat contre Foreman à Kinshasa. Oui, c'est historique. Et puis c'est aussi l'aspect social qui est avec Mohamed Ali. La ségrégation, le fait d'avoir un sportif comme ça, de très haut niveau, qui prenne position à l'époque, c'était pas commun. Et je pense que c'est quelqu'un qui a marqué son époque. Et tous les grands sportifs, généralement, vous parlent de Mohamed Ali, il y a une raison. Parce que tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a donné pratiquement sa carrière, sa vie pour une cause. Et après, il avait une telle aura que c'est vraiment un sportif pour moi qui sort du lot. C'est quelque chose qui est important pour vous, ce côté justement du sportif qui dépasse son champ d'expression pour aller être porte-voix d'une communauté, de porter certains messages? C'est essentiel. Le sport, c'est pas seulement être sur un terrain et taper dans un ballon, faire des passes. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que sportif, c'est de représenter quelque chose, d'être aussi des modèles pour la jeunesse. Et souvent, c'est vrai qu'il y a des faits divers qui font que c'est pas tout le temps le cas. Mais pour moi, un sportif se doit d'être exemplaire et aussi d'embrasser une cause. Et pour moi, ça donne toute une dimension supplémentaire à un sportif. Mais est-ce que c'est pas plus compliqué désormais de pouvoir faire ça parce qu'on sait que maintenant dans le monde médiatique tout est aseptisé, il y a des discours qui sont déjà préformatés, c'est plus compliqué d'avoir entre guillemets des grandes gueules, des porte-voix? Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis bon, l'apparition des réseaux sociaux, tout ça, ça a pas arrangé les choses. Disons qu'avant, c'est vrai que c'était plus simple d'être une grande bouche, comme on dit, mais c'est plus compliqué aujourd'hui. Bon, après, il y a quand même encore des sportifs de caractère, mais c'est vrai qu'avant, c'était une époque différente. Alors on va revenir sur votre parcours, Karim. Vous l'avez dit en introduction, avant vous étiez à fond dans le football. Du coup, à quel moment est-ce que le basket est entré dans votre vie? Jeux Olympiques de Barcelone, 92, justement avec la Dream Team, où Michael Jordan, Magic Johnson, enfin les meilleurs joueurs de leur génération américains
ont participé pour la première fois aux Jeux Olympiques. C'était la première fois que les professionnels participaient aux JO. Et j'avais eu la chance de voir, c'était retransmis à l'époque à la télé. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite accroché. Et le phénomène social que c'était, c'est quelque chose qui m'a inspiré. Et ça m'a poussé à faire du basket. Et du coup, alors, vos premiers pas, les premiers dribbles, ça se passe où et comment? Ça se passe dans l'Oise, à Nogent-sur-Oise. Je prends une licence et je me dis, bon, je vais faire du basket. C'est vrai que mes amis d'enfance me poussaient, ah, tu es grand, tu devrais essayer. C'est vrai que je n'avais pas spécialement pensé à ça. Puis après, ça a été très très vite. Je suis parti à Dijon, en centre de formation, au bout d'1 an. Donc c'est très rapide. Et du coup, à quel moment est-ce que vous avez compris que ça allait devenir peut-être votre job et que vous alliez peut-être faire carrière dedans? Pas tout de suite, parce qu'il a fallu, c'était dur au début, il faut faire ses preuves, on arrive dans un milieu qui est déjà avec des joueurs de très haut niveau. Et puis ça a été petit à petit, et je suis arrivé à Dijon, et 4 ans après, j'étais meilleur joueur du championnat Espoir. Donc à l'époque, le coach Espoir avait fait de moi un projet. Et ce projet a marché. Lui avait vu quelque chose que moi, je n'avais pas forcément vu non plus. Et encore aujourd'hui, des fois, je le vois, je lui demande et il me dit tu verras quand tu seras coach, tu comprendras cette petite étincelle que tu vois chez quelqu'un. Et en fait, il a su voir ça chez moi et ça m'a permis de faire carrière. Alors justement, on va revenir sur vos années dijonnaises. On est 1995, donc à la Jeanne d'Arc de Dijon. Vous allez remporter votre premier trophée, celui de champion de France Espoir. Oui, on a gagné 3 fois je crois là-bas. Et ça fait partie des belles expériences de ma carrière. C'est vrai que c'était à l'époque, c'était le centre de formation de référence avec Cholet. Et ça reste aujourd'hui parmi les plus beaux souvenirs que je peux avoir. Ouais. Et d'ailleurs, pour couronner le tout, lors de cette saison, vous êtes élu MVP. Oui, lors de ma dernière saison, je suis élu MVP du championnat. Et c'était pour moi, c'est vrai que c'était vraiment c'était spécial parce que je suis arrivé là-bas sans vraiment savoir où j'allais, avec mes preuves à faire. Et puis c'est vrai qu'arriver à ce niveau-là, c'était une consécration pour moi, mais ce n'était pas non plus la fin. Je voulais vraiment, j'avais faim de victoire, j'avais faim d'apprendre et je voulais vraiment passer encore des étapes. Et forcément, une fois qu'on a goûté un titre, on veut retrouver cette sensation. Après Dijon, où ça se passe très bien, en 1999, direction les États-Unis, à la Furman University. Déjà, comment ça s'est fait, Dijon, États-Unis, le passage? Le passage s'est fait, à l'époque, c'était très difficile pour les jeunes joueurs français d'intégrer les équipes professionnelles. Donc le coach de l'époque, Chris Singleton, m'avait dit, voilà, ce sera compliqué d'être professionnel ici. Donc il m'avait fait comprendre que ce serait compliqué. Donc j'ai fait le choix de partir à l'étranger. J'ai eu l'opportunité de me faire repérer par cette fac. Ils étaient venus me scouter un peu sur des matchs espoirs. J'étais allé visiter, puis ça s'est bien passé. Ils m'ont offert une bourse d'études et donc l'aventure américaine a commencé comme ça. Alors, quand on est un gamin qui a grandi dans l'Oise, c'est plutôt petit, tout le monde se connaît un petit peu et tout. Là, quand on arrive aux États-Unis, on sait que tout est démesuré. Comment ça se passe? Les premiers mois, c'était très dur parce que j'étais loin de mes amis, loin de la famille. Je ne maîtrisais pas complètement la langue. Et donc, c'était pas évident. Mais bon, après, j'ai toujours eu cette volonté de réussir. Donc, je me disais, voilà, c'est vrai que ça peut être difficile les premiers temps. Et ça va aller mieux. Et effectivement, je me suis accroché. Et puis, je me suis accroché aussi aux sportifs, au basket, pour me faire accepter là-bas, être bien intégré. Et ça s'est relativement bien passé. Au bout de 4 ans, ça a été une très belle expérience. Alors, quand on est comme ça, qu'on part à l'étranger, qu'on est le plus souvent seul, dans un pays qu'on ne connaît pas, il y a la barrière de la langue, les gens en face aussi qui ne nous comprennent pas. C'est quoi le plus dur dans tout ce contexte? Garder la foi et garder, je dirais pas l'espoir, mais se dire, voilà, je suis ici pour une raison, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Et disons que ce qui facilitait aussi les choses, c'est que quand je rentrais l'été, j'avais les équipes nationales en France, et je commençais à être reconnu au niveau sportif, au niveau des équipes de France. Donc ça, c'était aussi un objectif pour moi. Et donc c'est vrai que c'était pas évident, mais il faut s'accrocher. Et la plus grande difficulté, c'était la langue, effectivement, la barrière de la langue. Mais bon, après, en immersion totale, ça va vite. J'étais bilingue relativement rapidement. Alors forcément, quand on est dans les championnats universitaires, qu'on est à la fac, il y a ce rêve, peut-être ce projet d'essayer d'intégrer la NBA. Oui, parce qu'en plus, on avait beaucoup de scouts qui venaient. À l'époque, il faut remettre aussi dans le contexte, il n'y avait pas beaucoup de joueurs étrangers qui
qui étaient là-bas, qui partaient, qui réussissaient. Et c'est vrai que c'était à l'époque un challenge aussi. Et j'étais parmi les premiers à partir. Et après, ça a suscité des vocations. C'est toujours bien de voir tous ceux qui sont partis après. Mais c'est vrai que nous, on a un peu ouvert le chemin. Mais c'était très difficile pour nous à l'époque. Les joueurs européens étaient stigmatisés, ils étaient un peu, voilà, on hésitait à prendre des joueurs européens. Quand on voit aujourd'hui le nombre de joueurs qu'il peut y avoir en NCAA, c'est incroyable au niveau des niveaux européens, français, il y en a énormément. Donc ouais, c'était une expérience, une belle expérience. Et pour vous, du coup, c'est une déception de ne pas avoir connu la NBA ou vous êtes passé à autre chose depuis? Non, pas une déception. J'ai eu la possibilité. Après, mon année de draft, j'avais un an d'écart, donc ça a aussi joué, je pense. Mais c'est vrai que si c'était aujourd'hui, je pense que ce serait beaucoup plus facile, notamment les réseaux sociaux, pour se faire remarquer. Mais à l'époque, c'était dur. Bon, une déception, oui et non, parce qu'après, derrière, j'ai fait une belle carrière aussi en Europe. Mais c'est vrai que je me dis des fois, j'aurais bien voulu goûter, ne serait-ce que peut-être une année, 2 ans, voir un peu comment ça se passe et avoir la chance d'évoluer dans la meilleure ligue du monde. Ça s'est joué à quelques années près. Alors du coup, retour en Europe, ce sera d'abord la France avec l'Asvel. Du coup, quand vous revenez en France comme ça, que vous avez connu les États-Unis, on sait que c'est un basket qui est différent, qui est peut-être plus physique, plus spectaculaire. Vous êtes un peu dégoûté ou pas du tout? Non, pas du tout. Mais là, la grosse différence, c'est qu'on passe dans le milieu professionnel. Donc là, ça devient son métier, il y a des objectifs, il y a des résultats à atteindre. Et puis après, c'est vrai qu'on passe d'un jeu très libre en NCAA à un jeu très structuré et très stratégique en Europe, et surtout en Europe. Et il a fallu un petit temps d'adaptation. Et puis la première année était compliquée parce qu'on avait eu un changement de coach aussi à l'époque, en plein milieu de saison. Donc pour moi, c'était vraiment prendre le milieu professionnel de plein fouet. Donc ça m'a fait grandir aussi, ça m'a permis de voir des choses différentes. Alors vous allez connaître pas mal d'expériences en club. Quand vous voyez tout votre parcours, les clubs par lesquels vous êtes passé, les pays, quel a été le club où vous gardez les meilleurs souvenirs? C'est un ensemble. Chaque club m'a marqué. J'ai eu la chance de faire de très grands clubs comme Limoges, l'Asvel. J'ai joué à Cholet, Nancy, Roanne. Enfin, chaque club m'a laissé un bon souvenir. Il n'y a eu que du positif. Après, c'est clair qu'il y a des fois où avec certains entraîneurs, c'est passé plus ou moins bien. Mais après, voilà, ça m'a permis de rebondir ailleurs et d'avoir des expériences diverses. Mais une carrière, c'est riche. Et c'est vraiment, il ne faut pas regretter. Il faut se dire, voilà, il faut prendre tout ce qui s'est passé avec philosophie. Et puis, voilà, ça m'a permis vraiment de découvrir beaucoup de choses. Le basket m'a fait voyager déjà, ouais. Des pays que je ne serais jamais allé. Et vraiment, rien que ça, c'est que du positif. Est-ce qu'il y a par contre, à côté de cette expérience, un club vous avez dit là, si c'était à refaire, peut-être que je ne l'aurais pas fait? Une expérience, si c'était à refaire, je ne sais pas. Après, peut-être des choix de club, mais encore, des fois on se dit, voilà, si j'avais signé là, j'avais la possibilité d'aller à tel ou tel endroit, j'aurais été champion de France parce que ce club-là était champion de France cette année-là. Après, non, le sport, c'est tellement aléatoire, on n'a aucune certitude. Donc après, peut-être des joueurs peut-être avec lesquels je me dis j'aurais voulu peut-être jouer, j'ai pas eu l'occasion. Mais même, non, j'ai pas spécialement de regrets. L'étranger, j'aurais peut-être... Aller en Espagne aurait peut-être été un objectif. J'ai eu l'occasion 3 fois d'y aller et à chaque fois, j'y suis pas allé. C'est peut-être s'il y a un regret à avoir, c'est celui de ne pas avoir évolué dans ce championnat-là. Ça aurait été vraiment, pour que la boucle soit bouclée, comme on dit, ça aurait été parfait. Alors, à côté de votre carrière en club, il va y avoir l'équipe de France. Première sélection en 2003. Alors déjà, ça fait quoi d'être appelé en équipe de France? Une fierté. C'était pour moi, c'est vraiment l'accomplissement de tellement d'années d'efforts. C'est aussi une reconnaissance du milieu, parce qu'on fait partie des 12 meilleurs joueurs de son pays. Et en 2003, en plus, on avait une très grosse équipe. Il y avait Tony Parker, Boris Dio, Ronny Turiaf, Tariq Aboulouad, Alain Digbeu, Makan Dumassi. C'était vraiment des joueurs d'exception à l'époque. Et se retrouver avec ces joueurs-là, être parmi les plus jeunes, pour moi, c'était vraiment gratifiant. Et ça donne encore plus envie de porter le maillot. C'est une expérience unique. Ouais. C'est vrai que quand on dit l'amour du maillot, il faut le comprendre, il faut le porter, il faut le vivre pour comprendre les choses. Et c'est vrai que moi, au début, je ne comprenais pas spécialement pourquoi on faisait toute une histoire comme ça avec l'équipe de France. Mais une fois qu'on y était,
c'était vraiment une expérience unique. Alors, lorsque vous apprenez que vous êtes en équipe de France la première fois, comment ça se passe? Vous êtes où? Avec qui? Je crois que j'étais aux États-Unis d'ailleurs. J'avais reçu la convocation là-bas. Moi, je me rappelle, j'avais appelé mes parents, j'avais appelé ma mère, elle était trop contente. Mes potes aussi, mes potes d'enfance, ceux qui m'avaient poussé, qui sont encore parmi mes meilleurs amis aujourd'hui, qui m'avaient poussé à faire du basket, qui me disaient toujours il faut que tu le fasses. Et quand j'avais des petits coups de blues aux États-Unis, qui me disaient aussi il faut que tu continues, persévère. Donc j'ai vraiment gardé ça et je leur ai annoncé ça comme ça. Et c'était pour moi, c'était aussi un peu une façon de leur dire, vous voyez, merci de m'avoir poussé. Et du coup, quels souvenirs est-ce que vous gardez de l'équipe de France? Que de bons souvenirs. Je regrette de pas. En 2003, je crois que j'avais été le dernier coupé avant le championnat d'Europe. C'est un regret, ça de pas y être allé. Ouais. Surtout qu'après, je crois le sélectionneur de l'époque, là, Alain Weiss, avait dit qu'il aurait dû m'emmener. Donc ça, c'était un peu difficile. Mais après, ça fait partie d'une sélection. Alain, je l'ai retrouvé à la fin de ma carrière. C'est avec lui que j'ai fini d'ailleurs. Mais c'est vrai que l'équipe de France, j'aurais voulu faire plus de compétitions. Après, il y a eu des changements d'entraîneur, c'est pas la même dynamique, donc c'est toujours assez complexe. Donc on voit comment ça se passe dans le football, c'est assez compliqué. Alors dans le basket, il y a le format classique 5 contre 5, mais il y a aussi le 3 contre 3. Et d'ailleurs, le 3 contre 3, ça va être votre truc pendant un petit moment. Et d'ailleurs, vous allez même disputer le premier championnat du monde de la discipline, on est en 2012. Ça se passe en Grèce. Tout se passe bien pour l'équipe de France jusqu'en finale. Et là, il y a la Serbie. Ouais. Ça fait partie d'une grosse déception. Ça. Ouais. Ça, déjà, c'était le tout premier championnat du monde de 3 contre 3. On nous avait appelé un petit groupe de joueurs qui avaient répondu présent, parce qu'à l'époque, personne vraiment voulait participer ou se demandait un peu ce que c'était. Et en fait, je suis parti un peu dans l'inconnu et on a fait une super compétition. On est arrivé en finale et puis on perd en finale contre la Serbie de pas beaucoup d'ailleurs. Et cette équipe-là a continué après à jouer ensemble. Ils jouent encore aujourd'hui. C'est c'est la meilleure équipe du monde. Et nous, on a eu l'impossibilité de le faire parce qu'on était tous des joueurs de 5 contre 5. Donc on a vu de loin cette équipe grandir contre qui on a joué et que je rencontre encore de temps en temps, enfin souvent même sur les circuits pro. Et par contre, c'est vrai que c'est une grosse déception de ne pas avoir gagné ce titre de champion du monde. Donc, vice-champion du monde, mais j'aurais voulu avoir plus ce jour-là. Forcément. Le 3 contre 3, c'est quelque chose qui va vous suivre et qui vous suit toujours, puisque maintenant vous êtes sélectionneur de l'équipe de France, de la discipline. Pour vous, c'était une suite logique ou ça arrivait comme ça? C'était une suite logique, oui, parce que j'ai vu rapidement que c'était un sport qui allait se développer et qui demandait aussi beaucoup de capacités à la fois physiques et techniques. Et je me suis dit que je pouvais aussi faire profiter la nouvelle génération de l'expérience que moi j'avais pu avoir. Et puis j'étais plus en fin de carrière, donc plus dans l'optique de partager, de donner. Et donc je me suis dit que ce serait bien de voir si c'était possible de voir par rapport au staff. Et ça s'est fait progressivement. Au début, c'était vraiment en observateur. Et puis après, on m'a permis d'intervenir de plus en plus. Puis aujourd'hui, je coach sur les équipes de France. Donc pour moi, c'est la suite logique, oui, parce que en ayant été joueur, c'est toujours beaucoup plus simple de conseiller les joueurs, de les entraîner, pourquoi pas de leur montrer les exercices, les erreurs que moi j'ai pu faire et que eux peuvent peut-être éviter. Donc pour moi, c'était une suite logique. Ouais. Et du coup, alors c'est quoi la méthode de Karim Souchu, version coach? Version coach, je suis assez exigeant, mais je laisse aussi quand même pas mal de liberté aux joueurs parce que ça reste eux les acteurs. Surtout dans le 3-3 où le coach n'intervient pas directement pendant les matchs. Donc c'est vrai qu'on a un gros travail de préparation à faire avant. Et ma méthode, c'est plus être dans la participation de tout le monde. C'est-à-dire pour moi, les joueurs c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui ont le ressenti. Donc je leur demande beaucoup d'échanger, de débriefer entre eux et aussi de me faire partager leur ressenti. Et puis moi, après, on essaie de faire un mix de tout ça. Mais bon, la base quand même, c'est la discipline, surtout sur les équipes nationales. Mais après, c'est la liberté et c'est aussi la beauté du sport pour moi. Et du coup, quels sont vos objectifs avec cette équipe de France? Les Jeux Olympiques. Là, on a été champion d'Europe là, cet été avec les filles. Donc c'était déjà quelque chose de bien. J'avais déjà eu l'occasion de l'être avec les plus jeunes, mais c'était différent. Là, c'était avec les seniors. Et là, les JO de Tokyo 2020. Donc on va essayer de qualifier nos deux équipes déjà.
pour la petite histoire, le 3-3, ça marche au ranking, donc c'est un peu comme le tennis. Donc il faut essayer de maintenir un ranking assez élevé, donc avoir des bons résultats, faire les bons tournois. Donc à l'heure actuelle, les filles sont bien placées pour y aller. Les garçons, ça va être compliqué, mais c'est pas injouable. Donc ça, c'est les deux gros objectifs. Et puis après, il y a Paris 2024, où là, c'est À domicile. à domicile. Et là, il faut pas se planter. Et puis, il faut surtout faire découvrir notre discipline et essayer de ramener des médailles, parce que c'est le but, hein. Alors Karim, avant de se quitter, quand vous regardez votre parcours, tout ce que vous avez fait, ce que vous faites maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis qu'un petit gars de l'Oise qui savait pas trop ce qu'il allait faire a pu voyager, a pu vivre de sa passion, a pu transmettre à des jeunes qui aujourd'hui sont un peu derrière, suivent nos pas. Et ça, pour moi, c'est gratifiant, parce que je me dis que voilà, on a suscité des vocations. Et puis moi, je sais que quand j'étais jeune, je regardais certains pros, certains sportifs, je me disais j'aimerais bien faire ça. Et avoir eu la chance d'être sportif professionnel, pour moi, c'est quelque chose d'unique. Et je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les sportifs, on a aussi une vocation à montrer de belles choses, à susciter des vocations, à ramener des jeunes et puis leur dire voilà, on peut faire de belles choses avec le sport. C'est pas seulement être sur un terrain, ça fait découvrir beaucoup de choses. Et culturellement, c'est une expérience unique. Merci beaucoup Karim pour cet entretien. De rien.